Bonjour, jeudi midi, vous en avez déjà l'habitude maintenant, le rendez-vous des décideurs de la gestion. On fait le point sur l'actualité des marchés financiers, de l'économie, les conclusions pour votre épargne, pour votre portefeuille. C'est une émission interactive, vous pouvez nous interroger via Facebook et via Décideur TV, bien entendu. À mes côtés, comme chaque semaine, deux gérants que nous avons sélectionnés dans une conjoncture un peu particulière cette semaine. Romain Pichard, Barclays Bourse. Bonjour. Bonjour Romain. Et Alexandre Euzé, de chez Conviction AM. Conviction AM, juste un mot sur Conviction AM. Eh bien, écoutez, Conviction Asset Management est une société qui a été créée en 2008 et qui gère des fonds pour les épargnants depuis près de 10 ans. Nous sommes spécialisés dans l'allocation d'actifs et dans la compréhension effectivement de la dynamique économique et des banques centrales pour favoriser notre allocation d'actifs. Bien, cette semaine, l'actualité, pour commencer, c'est pas forcément seulement les banques centrales ou l'économie, mais la politique s'est invitée, et la politique s'est invitée notamment en Europe, et notamment en France. Alors, comment est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce que cette élection, elle est préparée, elle est anticipée par les marchés? Peut-être Franklin pour commencer. Les élections sont toujours anticipées par les marchés et on voit les marchés fonctionner, réagir et anticiper. On l'a vu d'ailleurs, les marchés avaient très bien progressé jusqu'à la fin du mois de mars et on a vu que la correction a été beaucoup plus forte en France que sur les autres pays de la zone. Clairement, à la vue des sondages, les marchés parisiens et français avaient davantage corrigé, donc l'effet élection, je pense, est déjà dans les cours. C'est votre sentiment aussi ? C'est en partie mon sentiment, à la différence que je pense que les marchés, depuis notamment l'année dernière, ont très peur du fait politique. C'est-à-dire qu'il y a un fait économique, la croissance mondiale, les entreprises, mais on a l'impression maintenant qu'un politique ou en tout cas une décision politique peut changer drastiquement le fait économique et effectivement la direction des actifs risqués ou des actifs boursiers. Et de ce fait, maintenant que le débat a eu lieu ou est en train de se finir, ça vous permet d'anticiper quelque chose de différent ? On dit beaucoup qu'il n'y a pas de marge, donc effectivement on se dit pourquoi avoir peur ou pas peur d'un tel ou d'un tel. Tout à fait. De toute manière, le futur va être délicat, notamment pour la France. Donc les décisions doivent être prises. Moi j'ai tendance à comparer aux États-Unis entre démocrates et républicains. Le fait, c'est qu'effectivement on veut plus de croissance et moins de dettes des deux côtés, et ce sera résolu. En tout cas, il y aura des solutions, mais les solutions apportées sont complètement différentes. C'est dans ces solutions-là, de toute manière, il va falloir faire des réformes très profondes, notamment en France. Franklin. Il y a un hasard des calendriers qui fait que dans les 5 ans à venir, la France va être le premier emprunteur sur les marchés. Ça confirme ce qui vient d'être dit à l'instant. La marge de manœuvre est très faible. Dimanche, on sifflera la fin de la récréation et des promesses qui, cette fois-ci, étaient mieux maîtrisées quand même. Il n'y a pas eu d'inflation dans les promesses. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu la course. Il n'y a pas eu la course à l'armement. On n'a pas été faire des promesses complètement déraisonnées. Mais clairement aussi, on l'a vu dans le débat hier auquel on a pu assister, on a vu que dès qu'on parlait dépenses, immédiatement, la question était « mais comment la financez-vous » d'un côté comme de l'autre, certainement aussi. Donc on sait qu'aujourd'hui, et on le voit, alors on le voit moins sur le côté marché-action, on le voit plus sur l'OAT, les tensions sur le 10 ans français, et c'est là véritablement qu'à la lumière de la composition du prochain gouvernement, du prochain Premier ministre et des dépenses qui pourront être annoncées et engagées, que les marchés financiers viendront ou pas sanctionner les OAT et les émissions émises depuis France Pour Trésor. rester sur cette élection, juste deux choses. Il y aura une réaction le lundi matin ou pas, à votre avis? Dans un cas ou dans l'autre d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il y ait une réaction, peut-être sur les marchés obligataires, sur les autres un petit peu, mais c'est vrai que je pense que c'est assez bien anticipé, puisque effectivement, je pense que les marchés anticipent pas mal. Donc Alors ensuite, comment est-ce qu'il y a des manières de dire il y a des actions Sarko, il y a des actions Hollande, il y a des secteurs Sarko, des secteurs Hollande. Autrefois, on disait le travail temporaire, les socialistes l'aiment pas, l'armement, la droite l'aime bien, etc.
Oui, alors au-delà des valeurs Sarko ou Hollande, il y a eu toute une étude qui a été faite il y a quelques semaines. Il y a ce qu'on appelle les valeurs dites de gauche et les secteurs dits de gauche et puis les secteurs de droite. Alors je vous apprendrai rien en disant qu'effectivement, si on doit sanctionner les plus aisés et les plus riches de la population, eh bien forcément on regarde les valeurs du luxe qui pourraient à la marge, je dis bien, et pas sur les plus riches. Du luxe, a priori intouchable, on va dire. Et puis elle est plus en France. Elle est plus en France, mais enfin, allez devant chez Vuitton tous les jours, vous verrez une file d'attente. Donc je pense qu'elle est aussi en France dans sa consommation. Plus généralement, il y a, quand on appelle les secteurs un petit peu de gauche, vous avez tout ce qui peut être les valeurs qui sont venues bousculer les monopoles. On pense à Free, à Iliad, où là, vous avez le monopole des télécoms qui a été attaqué par Xavier Niels. Et vous voyez très concrètement la connotation que peut avoir un groupe comme Iliad, qui est considéré comme une valeur de gauche. Vous avez des exemples qui sont en revanche très étonnants. Vous avez une valeur comme la Fnac, enfin un titre ou une action qui ne code pas, oui, mais qui ne code plus, mais qui fait partie d'un groupe. Mais c'est un groupe qui a été lancé en 1954 par un communiste et un socialiste, oui, et qui aujourd'hui, qui était Max Terret et André Sel, et qui aujourd'hui est un groupe qui est perçu par les ménages et les consommateurs et les investisseurs comme étant une société de droite. Bon. Donc on a des chassés-croisés. Alexandre, il y a des choses à jouer ou pas particulièrement franchement, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des valeurs de gauche ou des valeurs de droite. Je pense qu'il y a surtout des valeurs liées à l'État et il y a des valeurs qui ne sont pas liées à l'État. Les valeurs du luxe, par exemple, dont on parlait, elles ne sont pas liées directement à l'État français. Elles sont liées à la conjoncture mondiale, à la croissance des émergents, etc. Prenez un groupe comme LVMH, effectivement, il y a peu d'impact. Et finalement, un État de gauche comme de droite sera assez content d'avoir des fleurons de l'industrie dans une industrie au niveau mondial. Je pense par contre qu'il y a des valeurs liées à l'État, notamment de par son activité ou de par l'aspect actionnarial. Et là, ça va être délicat, ça risque d'être délicat. Parmi celles qui ont les deux, on a des questions sur France Télécom, EDF, GDF Suez. Bon. Exactement. Il y a des grands groupes qui sont dont l'État est actionnaire, effectivement, GDF, Suez, EDF. On a vu que c'est quand même des valeurs qui ont été fortement sanctionnées depuis près de 4 ans. L'ensemble de ce qu'on appelle les utilities dans les pays développés. Parce que c'est complètement lié à l'État, voilà. Et puis parce que qu'il soit actionnaire ou qu'il ne le soit pas. C'est un foyer d'emploi. Et je pense que là où l'État va effectivement favoriser la paix sociale plutôt que l'actionnaire minoritaire, là ça va être compliqué. Et on ne va pas pouvoir agir comme sur une entreprise comme LVMH qui est mondiale et sur une entreprise qui a des dizaines de milliers de salariés et d'employés où l'État va effectivement... J'ai bien vu le négatif. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans le cas où François Hollande serait effectivement élu comme... il est quand même le grand favori alors qu'il est... Sur les choses positives, c'est qu'enfin, on va faire des réformes, quelles qu'elles soient. Peu importe le gagnant. Peu importe, il faut que les réformes soient faites. On est à peu près le seul pays où il n'y a pas eu des véritables réformes mises en place. Pourquoi ? Dû aux échéances électorales. Okay. Oui, ce qu'on va avoir de positif, c'est que la bourse n'aime pas l'incertitude. Donc on va avoir, que ce soit un président de gauche ou un président de droite, on va avoir de la visibilité. Et puis, si on veut répondre à votre question par une boutade, on dira que la bourse ne s'est jamais aussi bien comportée que sous Mitterrand, où la bourse avait progressé de 450%, ce qui ne s'était pas vu depuis 1854. N'oublions pas aussi Dans le même temps, Wall Street avait aussi progressé. Oui, donc c'est quand même pas à cause de Mitterrand. N'oublions pas aussi que aussitôt après l'élection de Mitterrand, la bourse avait commencé par chuter de 33% avant de rebondir, dont 17% la première semaine. Mais nous, les 33%, on les a fait l'année dernière. On est passé de 4 000 à 3 000 pendant l'été. Oui, alors on les a fait l'année dernière et puis on a fait cette correction en passant de 3 006 à 3 090 la semaine dernière. Donc on a vraiment, à mon avis, validé et pricé tout changement qui pourrait éventuellement intervenir. L'actualité est toujours peut-être un peu moins chaude. Le tournant du cycle. Est-ce qu'il y a un tournant du cycle économique mondial ? On voit des indices en Chine, et même l'indice des directeurs d'achat qui faiblissent. On voit des statistiques américaines qui, à un coup, sont très favorables et d'autres coups sur l'emploi le sont moins. On voit une Europe qui, effectivement, à cause de la France, protégée sans doute par ses fonctionnaires, tombe souvent en récession. Est-ce qu'il y a un tournant du cycle
Alors, je pense qu'on a une pause dans le cycle. Effectivement, que l'Europe est un cas bien à part où effectivement nous allons être dans une croissance quasi nulle, voire négative pendant quelques trimestres, voire plusieurs années. Sur les éléments qu'on a en Chine, effectivement, on est sur une pause du cycle. On n'est pas sur un retournement. C'est assez classique. 2012, le commerce mondial est en train d'un peu ralentir, etc. Donc c'est vrai que on est plutôt qu'un tournant du cycle, on est plutôt dans une pause pour repartir. On voit que les États-Unis sont extrêmement bien partis et on va dire que le scénario américain se dessine depuis 2010 exactement de la manière à ce qu'avait décidé finalement l'État américain et la Banque centrale américaine. Donc là, ça se retrouve un peu dans les indices. On a un indice Dow Jones qui est au plus haut depuis 4 ans pratiquement, avec un dollar qui s'est quand même plutôt très bien tenu, et des indices européens qui sont bas, quel que soit le pays d'Europe d'ailleurs. Bien sûr, l'environnement est totalement différent. On a une sortie de crise avérée aux États-Unis, en tout cas jouée comme telle par les marchés depuis plus d'1 an maintenant, grâce au quantitative easing 1, 2 et le 3 déguisé. Cycle économique, ajustement, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre et les deux à la fois finalement. On est dans le monde change effectivement. On voit que les émergents qui tiraient la croissance mondiale, eux aussi, ont des problèmes d'inflation, ont des problèmes de devises, parfois trop fortes, comme ça a été le cas au Brésil. Parce que si leurs clients sont ruinés, c'est-à-dire nous, et les Américains et les Japonais, alors on n'est pas tout à fait ruinés ni les uns ni les autres, il y a un problème de clients pour les émergents. Il y a un problème de clients, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas non plus ignorer la situation européenne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Mais vous achetez vraiment tous les deux la croissance américaine rétablie par cette fuite en avant qu'on appelle le quantitative easing. La croissance américaine, elle existe, elle est assez forte. Je rappelle que déjà au niveau démographique, même si la démographie elle va être un peu moins favorable dans les années à venir, elle reste largement favorable aux États-Unis. Cette fuite en avant, effectivement, on peut parler de fuite en avant, mais on peut quand même parler du fait que depuis finalement ce troisième quantitative easing finalement qui est déguisé va s'arrêter. La croissance américaine, pour l'instant, se maintient toute seule, c'est-à-dire sans injection encore de masse d'argent frais, en tout cas sans faire tourner la planche à billets. Et je dirais que les États-Unis sont dans une situation beaucoup plus confortable pour 3 raisons. Alors, effectivement, ça sera un peu long à l'expliquer, mais il y a eu déjà une révolution technologique aux États-Unis qu'il n'y a pas en Europe et qu'il y aura peut-être dans les autres pays, c'est la révolution technologique sur l'énergie, avec un gaz et donc une des entreprises de plus en plus compétitives due à cette baisse de près de 80% des prix du gaz qui favorise un pouvoir d'achat pour les ménages, qui favorise des entreprises et une réindustrialisation. Ça, c'est extrêmement important, c'est une révolution aux États-Unis. La deuxième chose, c'est une croissance qui va perdurer grâce effectivement à une volonté politique. Bien. Alors, séquence question. Eric, l'Espagne s'enfonce dans la crise de la dette. Le risque systémique est-il de retour? L'Espagne, les banques espagnoles, aujourd'hui un refinancement quand même cher de l'Espagne, les banques espagnoles, les banques grecques, et quand même, même si on a un bon résultat de la Société Générale aujourd'hui, les banques de l'ensemble de la zone euro et peut-être même du monde, complètement subventionnées par le guichet ouvert. Est-ce que ça va nous rattraper, quoi? L'histoire espagnole, c'est est-ce que la BCE, en prêtant de l'argent aux banques qui les reprête aux États, est-ce que on est dans une spirale qui s'en va ou est-ce qu'on va inverser la spirale? Franklin, vous commencez? Spirale, non, je ne pense pas. Je pense qu'on est habitué à cette situation depuis 2008 où on voit les pays, les banques, les plus fragiles d'entre eux, être attaqués régulièrement. Ce qui arrive aujourd'hui à l'Espagne, dans une moindre mesure à l'Italie et aussi au Portugal, on en parle et on décrit cette situation depuis maintenant 2 ans. Oui, donc il n'y a pas d'accélération. Il n'y a pas d'accélération? Je ne pense pas qu'il y ait d'accélération. Je pense qu'il va y avoir à nouveau de vrais sujets qui vont venir chahuter les marchés, chahuter les bourses. Mais là encore, je pense que les gouverneurs, les gouverneurs des banques centrales et les gouvernants à l'issue des différentes élections qui vont se succéder en Europe, eh bien, trouveront et se pencheront et se mettront autour le système bancaire, parce que les dettes des États, on voit bien, mais le système bancaire en général, d'ailleurs. Le problème, c'est qu'on a créé avec l'Europe ce qu'on a appelé chez nous un triangle d'incompatibilité, c'est-à-dire que les banques, les États sont solidaires des banques.
et les banques sont solidaires des États, et les États ne sont pas solidaires entre eux. Donc vous avez trois, effectivement, vous avez un triptyque, il y a un problème, État, banque et effectivement croissance économique, et à chaque fois qu'il y en a un qui chute, tout le monde chute en même temps. C'est très compliqué. Est-ce que ça peut nous rattraper psychologiquement à un moment quelconque? Il va y avoir des agitations sociales et politiques dans tous les pays qu'on essaye de mettre en ralentissement fort. Hein. Tout le monde n'est pas l'Irlande. Je dirais que une des chances de la France par rapport à l'Espagne, hein, c'est son marché immobilier, qui pour l'instant tient bien. Pour l'instant, en tout cas, il reste à des niveaux extrêmement hauts. Le problème, le vrai souci de l'Espagne, c'est l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est l'effet richesse pour un consommateur. Ouais. Effectivement, c'est la confiance du consommateur. C'est ce qu'il y a eu aux États-Unis. Et donc, les États-Unis, on est à la fin, on a purgé. L'Espagne, on a encore pris beaucoup de retard parce que, dans un premier temps, plutôt que de faire une forte correction sur l'immobilier, les banques espagnoles ont préféré racheter des promoteurs et ne pas passer les pertes. Et effectivement, on est en train de payer. On va reparler à l'occasion tout à l'heure. Autre question, il y a beaucoup de questions sur le secteur télécom, curieusement. Que pensez-vous de Bouygues qui rachète l'immobilier d'Arty? Que pensez-vous de France Télécom qui vient d'annoncer une perte de 600 000 clients dans le mobile? Que pensez-vous de l'évolution chez SFR avec l'arrivée de Michel Combes, cost killer? Ce secteur, vous y toucheriez ou pas du tout, un peu? Donc là, vous nous disiez, il y a eu une petite révolution avec l'arrivée d'Iliad, un patron qu'on estime de gauche, mais qui est venu aussi pour aider le consommateur. Puisque oui, tout à fait. C'est aussi la logique de la concession française. Exactement. Non, mais c'est clair, aujourd'hui, on le sait que SFR et Orange ont dû faire face à l'arrivée d'Iliad, qui a revendiqué 60 000 souscriptions par jour. Ça s'est maintenant un petit peu calmé. Clairement, le modèle a été ébranlé. Clairement, on est dans un modèle où les situations qui étaient acquises avec les marges que l'on pouvait avoir sont aujourd'hui l'objet de remise en cause et de repricing de ces sociétés-là. Est-ce que c'est dans les cours, à votre avis, Alexandre? Je pense que c'est en partie dans les cours, mais c'est des valeurs qui peuvent encore s'offrir et que le business model, en tout cas, doit être repensé. Et pour l'instant, il n'est pas du tout repensé et on va avoir encore des baisses de chiffre d'affaires très fortes. Donc on n'y touche pas a priori. Et Iliad, on y touche? Moi, je pense que le secteur est compliqué dans son ensemble. Je préfère effectivement être sur d'autres secteurs qui sont beaucoup plus prolixes. Il y a quelque chose de plus atypique. Une question sur les compagnies aériennes après le rachat d'une raffinerie par Delta, le dégraissage, pour être poli, chez Lufthansa. C'est un secteur qui fait toujours très peur. Il y a une faillite par an dans les compagnies aériennes. Est-ce que vous y toucheriez à ça? Donc par définition, nous, on évite ces sociétés-là. Effectivement, je vais refaire une petite boutade. Warren Buffett disait dans les années 80 que pour être millionnaire, il fallait être milliardaire et investir dans une compagnie aérienne. C'est toujours très compliqué parce qu'il y a énormément de faillites. Aux États-Unis, on a vu toute cette histoire-là. Et c'est vrai que c'est un secteur qui est extrêmement cyclique et très fragile. Mais alors, en revanche, c'est évidemment le paradoxe d'un secteur où celui qui est le client perd de l'argent. Mais en revanche, les gens qui sont en amont peuvent en gagner. C'est un secteur où il y a des carnets de commandes considérables que vous joueriez, le secteur des équipementiers ou des constructeurs? Alors, ça fait partie de votre liste de valeurs détenues en portefeuille et que nous aimons, Zodiac évidemment. Mais c'est un petit peu comme le secteur automobile. Hein. On préfère jouer les équipementiers qui ont des ouvertures à l'international beaucoup plus importantes. Mais quand on prend les Zodiac par exemple, eh bien, que le contrat soit signé avec Airbus ou qu'il soit signé avec Boeing, j'ai presque envie de dire, vous asseyez dans les mêmes sièges qui sont fabriqués par Sigma Aerosite, qui est une filiale de Zodiac. Donc, pour la faire un petit peu schématique et courte, mais globalement, on reste à l'écart. Si on prend notre groupe, notre fleuron national que peut être Air France, on a là encore, si on revient à des dossiers politiques, un patron qui a été nommé quand même par Sarkozy, du Junac. Ça peut créer un petit peu de trouble. La société est assez plus bas. On reste pour le moment, on a été trompé par la perspective sur ce mais groupe. On est presque toujours trompé. C'est ça. Et aujourd'hui, on restera à l'écart pour le moment. Alors, on parle d'un titre qui n'est pas un titre, qui est une mine d'or, qui s'appelle Hermès. Ça monte encore. Est-ce qu'on peut spéculer jusqu'à un moment où il se passera quelque chose, Alexandre, à votre avis?
le problème d'Hermès, c'est que le flottant est tellement faible que finalement, il y a plus aucune le prix d'Hermès n'a plus aucune réalité parce que finalement, le peu de titres qu'il y a sur la bourse… Il est fixé par l'acheteur unique et l'acheteur unique donc fait bien ce qu'il veut. Et donc ça peut monter très, très, très haut, ce qui n'a aucune réalité sur la valorisation globale d'Hermès. Alors, dernière question. Il y a deux petites choses quand même sur Hermès, si je peux ajouter un point. Nous, c'est un titre chez Barclays Bourse que nous jouons très régulièrement. C'est un titre entre 248, il descend plus tellement en dessous, et 250, nous l'achetons. Nous l'avons mis dans notre mail du matin et c'est bien que vous en parliez parce que ce matin, on l'a repassé à la vente à la faveur des résultats et alors même si elle baissait un petit peu aujourd'hui, mais sur les niveaux de 280 qui ont été touchés hier, nous sommes vendeurs. Valeur de trading, d'autant plus que le marché des trois. Valeur de trading. Voilà, l'autre petit aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est lors de la dernière AG, il a été validé que la famille et le groupe pouvaient racheter les titres jusqu'à 450 €. Ils ont remonté leur target price et ils peuvent racheter jusqu'à 450 € les titres. Il y a un moment où les gens ont un prix quand même. Oui, mais déjà Hermès n'a plus de prix. Ça se paye hors ratio, donc on est complètement dans l'irrationnel. On ne dira pas à un investisseur père de famille d'aller acheter en fondamental du Hermès. Ça vient d'être dit, le flottant est inférieur à 4-5%. On est aujourd'hui dans une valeur dont on joue soit le retrait, soit le jeu d'un actionnaire. Allez-y. Juste ce qui est un peu dommage sur une belle valeur comme celle-ci, qu'elle ne devienne qu'une valeur de spéculation à court terme. C'est quelque chose d'un peu anormal. Alors, on va peut-être passer à un deuxième stade dans cette émission, la stratégie. Alors, justement, vous nous avez dit que votre spécialité, c'était l'allocation d'actifs. À vous écouter ce que vous racontez depuis le début de cette émission, il n'y a pas hésité, je vais aux États-Unis, j'achète plutôt des biens réels et j'évite les obligations dans le reste du monde, ou à peu près. Qu'est-ce que je fais? Alors, effectivement, qu'est-ce que l'on fait? Effectivement, sur la croissance économique et sur les entreprises, effectivement, il y a des entreprises d'une excellente qualité aux États-Unis, mais effectivement, il y en a en Europe, puisque certaines valeurs font quasiment la totalité de leur chiffre d'affaires en dehors du marché européen. Donc, on est plutôt globalement positif parce qu'il y a un besoin de richesse dans le monde. Et de toute manière, ce que l'on a vu sur les banques centrales vont continuer, s'il y a un affaissement de l'économie, à rajouter de la liquidité pour permettre notamment les réformes de l'État. Ça, c'est pour les actions, donc on est globalement effectivement avec quelques petits marchés chahutés, mais on est globalement positif. L'aspect intéressant, vous en avez parlé, c'est les obligations. Les obligations, il y a énormément d'argent à gagner sur les obligations. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt vont rester extrêmement bas pendant très très longtemps. Et toutes les obligations qui ont une rentabilité importante, en fait, vont amener une plus-value très substantielle pour les investisseurs. À condition d'aller jusqu'au bout, en fait. Alors, à condition d'aller jusqu'au bout, alors il y a différents types d'obligations. Les entreprises en tant que telles versent encore des rentabilités très fortes. Et on voit, ce qui est intéressant, une décorrélation entre les taux d'État et les taux des entreprises. Donc effectivement, à la faveur des investisseurs qui vont aller sur les obligations d'entreprise. Et sur les États, là, il y a une réelle question parce qu'il va falloir bien différencier les pays. Là, on a un peu bougé. Les obligations, vous en dites quoi? Alors, les obligations, c'est un secteur qu'on a beaucoup travaillé depuis 18-24 mois. Oui, on a encore des rendements intéressants. Ils sont moitié moindres de ce qu'ils étaient il y a un an. Il y a un an, on a pu, sur des titres de qualité, que ce soit des Lafarge, des Pirelli, des Peugeot et autres, avoir des rendements entre 10 et 15% sans aucun problème. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a eu une grosse contraction, il y a eu une aversion au risque qui a été en se réduisant, et qu'aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir trouver une alchimie intéressante pour l'investisseur qui présente un rendement intéressant. Alors, on arrive à trouver des 5 ou 6% avec des papiers relativement… Néanmoins, on évite les États, en tout cas les États européens. Est-ce qu'il y a des États où c'est intéressant? Il y a un moment où on allait pas mal au Brésil, ou des choses un peu plus exotiques, non? Enfin, nous, en ce qui nous concerne, non. Quitte à être politiquement incorrect, en fait, il y a un État qui nous intéresse fortement en Europe, c'est l'Italie. Pourquoi l'Italie? Parce que c'est un État qui est effectivement fortement endetté, mais qui a une exécution budgétaire qui est assez bonne, paradoxalement. Oui, ils sont en excédent primaire. Ils sont en excédent primaire et la balance courante est en train de redevenir positive, en tout cas va l'être. Balance commerciale, un pays qui est très industrialisé et qui devient extrêmement compétitif. Et sur ce pays-là, on focalise, nous, nos recherches parce qu'on pense qu'il y a vraiment beaucoup de valeur à avoir. A contrario, effectivement, pas la France, pas l'Espagne, pas le Portugal. Donc là, s'il y a un grand emprunt,
Parce qu'effectivement, vous avez dit la France doit se refinancer. La France est le pays où il y a la plus grosse épargne. Si on donne un petit avantage fiscal, les Français souscriront. Il faudra y aller. On verra. J'ai entendu hier François Hollande dire qu'il faudrait faire des incitations fiscales pour ce plus type de mesures. Plus ça laisse de place pour faire des incitations. Moyennant quoi, quand on voit les niveaux auxquels la France emprunte, il vaut mieux, dans tous les cas de figure, aller vers les corporates. Mais là aussi, il y a un point qu'il ne faut pas négliger, et ça a été le cas de certaines souches de la Société Générale. Faites très attention quand vous investissez sur des obligations corporates. On peut vous dire, et je vous dis, c'est ce qu'a fait la Société Générale, cette année, on ne paiera pas de dividendes, et vous avez certaines souches qui, du coup, ne payent pas de rendement. Oui, Donc, vous allez acheter un papier dont on va vous vanter le rendement apparent, mais vous pouvez très bien vous retrouver sans rémunération. C'est quand même une affaire où il faut faire très attention. C'est une affaire de spécialistes. C'est bien pour ça qu'il y a des bonnes affaires, sans doute. Certainement. Bon, alors, stratégie toujours, allocation. Qu'est-ce que vous auriez comme allocation, comme concept, et aussi d'ailleurs à l'intérieur de cette allocation? Alors, sur un portefeuille global, actuellement, on serait de l'ordre de 20% sur les actions, avec près des 2/3 aux États-Unis, avec un investissement qui commence à augmenter, notamment dans les pays émergents et notamment en Chine, qui ont terminé. Vous revenez après tout à fait, on n'avait plus du tout contre-performance boursière. Effectivement, là, on revient beaucoup plus massivement sur la Chine. Sur les obligations, effectivement, donc on aurait un portefeuille entre 20% actions et 80% obligations, avec effectivement des obligations, une bonne partie sur les obligations corporate et les entreprises, notamment ce qu'on appelle les entreprises à haut rendement aux États-Unis, qui ont des rentabilités autour de 7%, et puis sur des pays, des États, effectivement, des pays émergents qui rapportent des rentabilités tout à fait satisfaisantes, et puis on en a parlé, l'État italien qui nous paraît être un deal intéressant. Bon, Franklin, vous conseillez des particuliers, donc vous êtes forcément un tropiste plus action, j'imagine. Voilà, c'est ça. En plus, nous, on a un foyer de clients qui est issu de sociétés de bourse, donc qui sont beaucoup plus tournés vers les actions. On est au moins au double, on est à 40% sur le marché des actions, peut-être avec davantage de trading, peut-être davantage d'opérations avec une visibilité plus court terme. Mais clairement, on va plutôt s'attacher à des titres dont le chiffre d'affaires et la réalisation du chiffre d'affaires se fait plus hors zone euro. On l'a vu à la faveur des résultats de titres comme L'Oréal, comme Michelin et autres. Voilà des valeurs ou Essilor International qui peuvent être des titres sur lesquels nous fondons notre socle de valeurs. Justement, valeur, concept ou valeur. Un concept, si vous en avez un particulier, et puis bon, vous l'avez peut-être dit, c'est l'Italie. Si vous aviez une valeur à recommander ou un joker? Alors, sur le concept, nous on a un concept sur lequel on travaille beaucoup, c'est toutes les valeurs de marque, pas forcément dans le luxe, mais les valeurs dans le marque en sens général, parce qu'on pense que dans une dimension effectivement de croissance, que ce soit vers les émergents, mais avec un véritable actif réel, l'aspect marque, ça peut aller effectivement de Vuitton à McDo, donc c'est assez large, mais c'est vraiment une dimension très, très forte. Sur les valeurs de fonds de portefeuille qu'on aime bien, on a parlé de L'Oréal, une valeur effectivement dans ce concept-là, c'est Adidas, qui est pour nous une valeur, une très très belle valeur, une très très belle entreprise, avec une croissance de 10% et je crois qu'ils viennent de remonter leurs prévisions. Donc vraiment, c'est une valeur de fonds de portefeuille également. C'est le gagnant. Oui. Et exactement, c'est les grands gagnants. Un joker, oui. Un joker un peu spéculatif, BNP. Voilà, c'est pas la plus spéculative dans le secteur, mais dans le secteur le plus spéculatif. Oui, mais quand même à 30 euros, si effectivement ça se passe plutôt bien et puis on commence à faire des réformes, on peut avoir un actif net à 45 euros contre 30 euros actuellement. Il y a quand même, on peut effectivement, c'est vraiment un joker. C'est pas Adidas, attention. Mais effectivement, si on veut jouer un peu, BNP semble. Franklin. Alors, je suis très bavard, donc je ne vais pas réussir à me cantonner à une seule valeur, mais je voudrais vous êtes en très riche signaler surtout, vous pouvez en acheter beaucoup. On va imaginer ça, ou faire des lignes plus petites. En ce moment, il ne faut pas hésiter à se diversifier. Oui, je suis étonné effectivement que 2 titres manquent et n'aient pas encore été proposés dans l'émission. L'Oréal, que je n'ai pas vu, et Essilor International. Alors L'Oréal, je pense qu'on est sur de la croissance, on est ce que disait à l'instant mon confrère, sur une valeur qui a du potentiel, qui a une ouverture sur les émergents, qui constitue ce socle des valeurs qu'on doit avoir avec des bonnes visibilités et une belle croissance. Dans un autre domaine,
Le parcours du titre me rend peut-être un petit peu plus méfiant. C'est Essilor International, qui est un fleuron, qui est une valeur extraordinaire, qui a une politique de croissance externe. On l'a vu encore en début d'année sur le marché américain. Donc on a vraiment là deux valeurs qui méritent d'être dans la liste de valeurs. Et puis je voudrais rajouter dans les jokers, comme j'ai donné 2 valeurs en gestion, je vais vous en donner 2 en joker, Volkswagen. Volkswagen, c'est une valeur dont tout le monde connaît les véhicules sous la marque Volkswagen, mais ça va aussi à travers les marques que possède le groupe, de Skoda jusqu'à Bentley, en passant par Audi, Lamborghini, Bugatti, Scania. Donc on est vraiment sur un secteur automobile qui a des débouchés mondiaux. On a une très forte progression du titre, 18 milliards de cash pour faire face d'une part à la crise, d'autre part à faire des acquisitions si besoin en était encore. On est sur un titre qui vaut autour de 140 €, qu'on peut acheter un petit peu sous repli, autour de 120 €. Il y a toujours l'image que Audi, le succès d'Audi par rapport à Mercedes et à BMW n'a pas été salué boursièrement à cause du nom de Volkswagen, peut-être même. Peut-être aussi, et j'ai oublié si Porsche l'action s'appelait Audi, c'est certain que parfois ça tient un peu de choses, et il peut y avoir des objectifs jusqu'à 180 €. La deuxième, en joker, mais qui mériterait dans les valeurs, mais compte tenu de l'environnement du titre et en général aujourd'hui, c'est Peugeot. Peugeot à 9 € et quelques, avec un objectif à 11 €. Jouer Peugeot en trading, les acheter, les mettre dans un coin de son portefeuille en ce moment et attendre 11 €, 11,50 €, voire davantage si on est encore plus patient, c'est un titre qui est un joker aujourd'hui. 2 questions pour finir. La première est pour vous, Alexandre. Pourquoi les banques retrouveraient-elles leur valeur d'actifs alors qu'elles restent fortement décotées, signe d'une surcapacité dans le secteur ? Alors, elles sont fortement décotées pour une seule raison, c'est dû au risque d'État. Je rappelle qu'il y a vraiment un changement structurel. On parlait de changement tout à l'heure qui était très important. C'est qu'effectivement, on peut maintenant se dire que le secteur privé, s'il y a un problème sur un État, sera mis à mal. Et en tout cas, le secteur privé devra payer. Oui, c'est-à-dire, on les a sauvés un coup, quelques-unes gratuitement, quelques-unes en les nationalisant. Le prochain coup, on ne les sauvera pas. Voilà, quand je parle du secteur privé, c'est le secteur privé dans son ensemble. Oui. Mais il n'empêche que les actifs de BNP, notamment, sont extrêmement sains. Effectivement, il va y avoir un deleveraging, mais notamment les ratios de fonds propres sont satisfaisants. Et alors même que si le risque, en tout cas européen, dû aux réformes, continue dans la baisse du risque continue dans la bonne direction, effectivement, des valeurs comme BNP qui sont peu ou touchées par la Grèce, etc. Vous nous aviez dit que c'était un joker. Alors on va finir avec quelque chose de plus gai que tout ça. Une question d'Éric. Avec les grands événements sportifs de l'été, l'Euro de foot, les Jeux Olympiques, est-ce qu'il y a des sociétés qui pourraient en tirer profit? Alors vous avez parlé d'Adidas, en est peut-être un. Le deuxième, et on l'avait cité quand on avait parlé d'Eurotunnel, Eurotunnel pourrait bénéficier pleinement des Jeux Olympiques. On l'a déjà vu et on a eu l'occasion d'entendre Jacques Gounon il y a peu de temps et on a eu la chance de pouvoir l'inviter, nous, à une réunion. Il est très très optimiste et très positif et l'année se présentait bien tant sur le fret que sur les événements sportifs, en l'occurrence les Jeux Olympiques. Ça sera le mot de la fin. Pas mal de jokers. En tout cas, merci messieurs. Rendez-vous même heure, même endroit, jeudi midi. Au revoir.